1er novembre 2018, les saints sont à l'honneur. Bonne fête de Toussaint donc à vous, mesdames et messieurs. Il est l'heure du grand rendez-vous. Ça, vous le savez déjà. Merci de toujours rester fidèles au programme de BB24. Allons ensemble à la découverte de la météo. Bonsoir aux populations de Kobert. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons 3 rubriques. Nous allons démarrer avec la rubrique Expert qui nous emmène à la découverte des marques traditionnelles qui sont de plus en plus remises en cause. Ici au Bénin, avec Nature et Bien-être, on s'intéresse à l'hypoacousie. Cela vous intrigue, je suppose. Restez avec nous pour en apprendre davantage sur l'audition. On nous dit souvent qu'il est bon de lire, mais ce qu'on ne nous dit pas souvent, c'est pourquoi c'est bon de lire. Avec Horizon Culture, on se propose de vous faire redécouvrir les joies de la lecture. Le grand rendez-vous, vous le savez, c'est aussi le journal et Amandine Agnambossou est déjà là pour la présentation des titres. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnate Bello. Nous vous laissons le plateau pour la présentation des titres. Eh bien, ce soir, nous célébrons tous les saints. C'est la Toussaint chez les catholiques. Mais comment devient-on saint? Toute la lumière à 19h45. L'allaitement maternel, la base de la vie du bébé, le corps médical, notamment les infirmiers, infirmières et sages-femmes, souvent en contact avec les mères allaitantes, sont sensibilisés. Objectif visé, faire la promotion de cette méthode qui préserve la santé de la mère et de l'enfant. Et puis, la sécurisation des aliments est une préoccupation pour les autorités béninoises. Une politique nationale de sécurité sanitaire des aliments a été élaborée. Le document a été validé ce mercredi. Merci à vous, Amandine Agnambossou. On a atteint de vous retrouver à 19h45 pour le journal proprement dit. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit. Place à présent au premier plateau. Nature et bien-être. Avec notre spécialiste ORL sur ce plateau, nous allons parler d'hypoacousie. Bonsoir, docteur Alexis Santos. Dos Santos. Dos Santos, alors. Docteur Alexis Dos Santos, comment vous allez? Bonsoir, madame. Vous êtes médecin ORL. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, mais déjà, dites-nous, qu'entend-on pas véritablement quand on dit hypoacousie? Merci. Bonsoir, madame Agnate Bello. Bonsoir à tout le monde. Et l'hypoacousie, c'est tout simplement, on l'appelle également surdité, déficience auditive, mais tout ça, c'est simplement pour exprimer le fait qu'on entend moins bien, tout simplement. On entend moins bien, il faut élever le son avant de pouvoir entendre. Et c'est justement, si je dois expliquer, il faut élever le son d'une certaine gamme, d'une certaine quantité. Il faut crier plus avant d'entendre. Et c'est en cela également qu'on divise les différents types d'hypoacousie suivant
qu'on élève un peu ou beaucoup, il peut être léger, moyen, sévère ou profond, cette hypoacousie. Alors, c'est alors comme ça vous arrivez à détecter quel est le niveau de l'hypoacousie. Ça fait Absolument. partie des tests que vous faites pour déterminer de quel mal véritablement souffre le patient. Oui, absolument. Et cette distinction, c'est juste pour savoir la sévérité de la perte d'audition. D'accord. Mais après, il faut bien connaître la cause. Et pour en connaître la cause, il faut absolument passer en consultation. Il y a un examen clinique et il y a également des explorations. En l'occurrence, par exemple, l'audiométrie, ça permet de confirmer qu'il s'agit vraiment d'une hypoacousie et de savoir à peu près c'est dû à quoi, quelle portion de l'oreille. L'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne peut être également concernée. D'accord. Mais la plupart du temps, quelle est l'oreille qui est la plus touchée quand on parle d'hypoacousie? C'est l'oreille interne, c'est-à-dire c'est les pertes de type perceptionnel. Et en cela, la prévention est très, très importante. Donc, on peut prévenir l'hypoacousie? Absolument, on peut prévenir parce que quand on en sait globalement les causes, sont beaucoup plus souvent d'ordre infectieux, d'ordre traumatique. C'est vrai, il y a également d'autres causes comme le vieillissement, mais c'est beaucoup plus sous nos yeux les infections et les traumatismes. Et donc, c'est des éléments qu'on peut effectivement prévenir. D'accord. Est-ce que l'otite pour un enfant, peut-être un bébé qui n'a pas été bien traité, peut à la longue, quand cet enfant devient adulte, entraîner l'hypoacousie? Absolument. J'ai parlé des causes infectieuses tout à l'heure sans m'attarder dessus. En fait, les infections, ça commence depuis la naissance. Les infections materno-fœtales, des infections de la période périnatale, et il peut s'agir d'une rougeole, des oreillons, des rubéoles, les infections à cytomégalovirus. Il y a beaucoup d'infections que l'enfant peut faire depuis tout petit qui va abîmer son oreille, en particulier son oreille interne. Alors, à tout âge, il peut avoir des otites. Ce sont des infections de l'oreille. Et quand c'est mal pris en charge, effectivement, ça retentit sur l'audition. D'accord. Alors, quand c'est un adulte, on peut très tôt détecter qu'il n'entend pas bien, mais quand c'est un enfant ou un bébé qui ne s'exprime pas bien, c'est pas toujours évident à détecter. Comment est-ce qu'un parent peut s'assurer, mon nourrisson, non, il commence à avoir une déficience au niveau de l'audition? Il faut l'observer. C'est très important. Les signes avant-coureurs, c'est fondamental. Et vous parlez des enfants, d'accord, mais même pour les adultes, c'est important de surveiller. Alors, l'enfant doit avoir des réactions au bruit. Déjà, les premiers mois de vie, quand il y a un bruit quelque part, ça peut faire qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Il peut être en train de pleurer et il y a un bruit, il s'arrête de pleurer ou il s'arrête de s'amuser et comme ça vous rassure qu'il a perçu le bruit. Alors, si votre bébé et jusqu'à l'âge de 3 mois, 4 mois, n'a pas ces réactions au bruit, il faut s'inquiéter et il faut venir à l'hôpital pour faire des tests. Il y a des tests qui sont adaptés à tout âge. Même au premier jour de vie, on peut déjà faire des tests d'audition pour savoir si oui ou non il y a des soucis. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et vous parlez des enfants, mais également les adultes. Il y a des adultes qui banalisent. Ils banalisent, ils ne s'en rendent pas compte. Par exemple, la presbyacousie, c'est un type de perte d'audition dû au vieillissement de l'oreille. Oui. Donc, on va chez les sujets de plus de 50 ans, 60 ans. Et là, vu que ça s'installe progressivement, on peut ne pas s'en rendre compte. On peut banaliser. Alors, donc, à tout âge, il faut rester vigilant. Alors, quand on est au niveau de l'adulte, est-ce que parfois les habitudes que nous développons ne nous amènent pas vers une hypoacousie? Quand on prend ces adultes-là qui ont besoin d'avoir l'écouteur enfoncé au niveau des oreilles avec le niveau assez élevé, est-ce qu'à la longue, on ne développe pas une déficience au niveau de l'audition? Absolument. Merci bien de me donner l'occasion de revenir sur les causes traumatiques. Alors, on a parlé des causes infectieuses. Les causes traumatiques, c'est une calamité sous nos cieux. C'est une calamité déjà par les cotons-tiges. Vous voyez, quand je parle des causes traumatiques, on pense beaucoup plus aux accidents de la voie publique, aux gifles, aux paires de gifles, c'est vrai. Tu vois que les parents africains, ils adorent gifler. Hein? Et voilà, ça peut effectivement générer des pertes d'audition. La gifle? La gifle. Non, vous êtes sûr, il y a beaucoup de Béninois qui n'ont pas de problème d'audition et qui ont pourtant été giflés. Ça dépend de la taille de la gifle. La violence de la gifle. D'accord. Alors, mais les problèmes traumatiques
qui retentit sur l'audition, c'est beaucoup plus le traumatisme sonore. Et ça, c'est sérieux. Le message que j'ai pour la population, c'est ces écouteurs que vous utilisez, faites attention. Ce n'est pas des écouteurs en général, il ne faut pas écouter pendant trop longtemps. Il ne faut pas mettre le volume trop haut. C'est fondamental. Les téléphones même donnent l'alerte et pourtant, parce que sur certains téléphones, c'est écrit exactement. Au-delà, Voilà. ce n'est plus bon. Et pourtant, quand on ne pousse pas à fond, Voilà. on n'est pas satisfait. Et ça, pour les jeunes, vraiment, c'est un souci. Autour de la puberté, l'adolescence, et c'est à la mode de pouvoir écouter des sons forts pour montrer qu'on est un bon vivant. Oui, qu'on est dans l'ambiance. La vérité n'est pas là du tout. Et ça peut sérieusement abîmer l'audition. D'accord, mais ça dépend aussi du métier. Quelqu'un qui est DJ ou quelqu'un qui gère une boîte de nuit, ne lui demandez pas de ne pas mettre la musique à fond. Alors, ce qu'il peut faire, lui, c'est se protéger. Et donc, quand il met la musique à fond du fait de son métier, il peut utiliser, par exemple, des protections, des bouchons d'oreille qu'on met dans le conduit de l'oreille et qui permettent de réduire l'intensité du son. Donc, en termes de décibels, on peut quantifier pour savoir de combien il doit réduire pour protéger ses oreilles. Et il continuera à assurer son métier. L'autre chose importante, quand même, pendant qu'on parle des traumatismes, c'est le coton-tige. Il y a mon collègue qui en a parlé avec vous, oui, la dernière fois. Dr Josiah Sorrento, que je salue au passage. Oui. Mais c'est important. C'est important parce que c'est une calamité. Donc, un coton-tige peut entraîner une perte d'audition. Absolument. Un coton-tige, quand vous utilisez un coton-tige à répétition, il peut faire que des bouchons de cérumen se forment, alors qu'on l'utilise en général pour enlever le cérumen. Mais on repousse au fond du conduit et ça s'assèche et ça crée un bouchon de cérumen. Alors, le bouchon de cérumen lui-même est l'une des causes. Mais dans ce cas, dès qu'on l'enlève, on retrouve son audition. Dans ce cas, dès qu'on l'enlève chez le professionnel, parce que quand on veut l'enlever de manière archaïque à domicile, on peut perturber le tympan. Et c'est un deuxième risque d'utilisation du coton-tige. Sachant que l'oreille est fragile. Notre oreille est vraiment sensible. La membrane tympanique dont il s'agit là, c'est une membrane d'à peine 1 cm de diamètre, mais très fragile, en arrière duquel il y a les petits osselets, les 3 osselets. Le troisième est le plus petit osselet, le plus petit os en fait de l'organisme, avec à peine 3 mm et 3 mm de longueur et 3 mg. Est-ce que c'est sa petite taille qui le rend plus fragile? Il est très fragile et quand il est abîmé, et c'est de sérieux problèmes la prise en charge. Il est presque irremplaçable alors. Il est remplaçable, il est remplaçable. Il y a beaucoup de progrès dans la prise en charge des problèmes d'audition. Et quand bien même le Bénin est encore un peu en retrait. Pour dire la vérité par rapport à l'avancée des technologies dans ce sens. D'accord. Alors, on voit des images avec des conduits. Je ne sais pas si la réalisatrice peut nous aider à revoir ces images-là. On les voit beaucoup plus dans des pays un peu plus évolués que les nôtres. Nous voyons des appareils qui sont utilisés par les adultes, même au niveau des enfants, pour améliorer un peu l'audition. Est-ce que tout ce système de prise en charge de l'audition est disponible ici au Bénin? Voilà, on a les images. Oui, absolument. Les prothèses, ça s'appelle les prothèses auditives, sont tout à fait disponibles au Bénin. Il y a au moins 2 centres qui sont très bien installés, ici à Cotonou, qui fournissent des prothèses avec un suivi. Il ne suffit pas de donner. Et le résultat est à la hauteur. Il y a un suivi, les résultats sont à la hauteur. Et donc, les prothèses sont prescrites par le médecin ORL, évidemment, parce qu'il faut d'abord savoir de quel mal vous souffrez avant de prescrire. Donc, ce n'est pas la peine d'aller directement chez un prothésiste. Il faut d'abord passer par l'ORL. Absolument. On a compris. Merci à vous, Dr Alexis de Santos. C'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Il est revenu sur ce dont on avait parlé. Les cotons-tiges sont désormais à bannir, mesdames et messieurs. Nous passons à présent à une autre rubrique, l'expert du jour.
Voilà, mesdames et messieurs, le plateau de l'expert du jour peut démarrer. Morgue traditionnel, un business à controverse. Et pour ce plateau, nous avons décidé de recevoir pour vous Robert Adé. Robert Adé, bonsoir. Bonsoir. Alors, Robert Adé, vous êtes journaliste réalisateur. Si vous êtes notre invité sur ce plateau, c'est à la veille, bien sûr, de la fête des défunts. C'est parce que vous avez orienté votre caméra dans le monde des morts, parce que vous avez fait un tour de l'autre côté. Vous avez plutôt choisi de réaliser un film documentaire intitulé Le Cadavre, un business à risque. Une production qui vous a conduit justement dans les méandres de ce business-là, un business dont on ne perçoit pas toujours l'importance. Donc avec vous, on revient un peu sur ces morgues traditionnelles. Déjà, dites-nous, est-ce qu'il existe véritablement, il existe toujours au Bénin des morgues traditionnelles? Ces morgues continuent d'exister. Elles existeront toujours. Malgré la répression qui se fait au niveau de l'État pour interdire d'activité ces morgues, je crois que déjà par tradition, avant même la colonisation, oui, nos parents conservaient les cadavres à domicile. Oui. Donc même si l'État les réprime aujourd'hui, ils continueront par les conserver. Les habitudes dans la vie dure. C'est sûr. D'accord. Alors, comment se présentent-elles, hein? Comment se présentent? D'abord, est-ce qu'elles sont légales ou elles sont toujours en clando d'eau? Est-ce que c'est possible d'avoir une légalisation pour une morgue traditionnelle? Ça va être difficile, ça. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, les morgues traditionnelles ne sont pas des morgues formelles, légales, non. Elles n'ont reçu aucune autorisation, elles sont informelles. Mais malgré cet état, elles continuent de fonctionner. C'est des morgues qui parfois travaillent clandestinement ou au vu au su de tout le monde, des autorités. D'accord. Vous avez sillonné beaucoup de localités. Est-ce que ce n'est pas parfois la zone géographique de la localité qui fait qu'il n'y a peut-être pas de morgue moderne et que les populations font beaucoup plus confiance à ces morgues traditionnelles? Comme vous l'avez rappelé, c'est des méthodes ancestrales, Robert Adé. Oui. Mais c'est vrai, il y a cet aspect-là de... vous savez, au Bénin, il n'y a pas assez de morgues modernes. Les morgues modernes sont mal réparties d'ailleurs. Et donc, effectivement, il y a plusieurs zones, surtout au sud du Bénin, où les gens n'ont pas accès à ces morgues modernes. Donc, ils sont obligés, si vous êtes peut-être à 100 km, je dis 100 km, à 50 km d'une morgue moderne et que votre parent décède, vous dites, mais pour le transport, c'est des problèmes, donc il faut forcément trouver une solution à proximité. Et c'est cette solution-là qui arrange les gens aujourd'hui. Le facteur non-existence de morgue moderne dans ces zones fait que les parents sont obligés de conserver leur cadavre à la maison. Depuis 2002, par exemple, à Boïcon, on a connu la première morgue traditionnelle. Le monsieur qui en est le promoteur a vu qu'il y a un déficit à ce niveau-là. Première morgue moderne, vous voulez dire? Non, traditionnelle. Première morgue traditionnelle en 2002, à Boïcon, à Avogwana, plus précisément. Donc, il a trouvé son business, il a commencé par faire ses petites habitudes. Parce que bien avant ça, il le faisait, il conservait les cadavres à domicile pour les éplorés, les parents qui sont éplorés. Ah oui? Donc il s'est dit, mais voilà, il faut que... Mais cette cohabitation avec des morts dans des conditions catholiques, ne serait-ce pas un peu trop morbide, Robert Adé? C'est très morbide, c'est funeste, c'est désagréable ce que moi j'ai vécu. Jusque-là, tout le monde voit les morgues traditionnelles de l'extérieur. Moi, je suis allé à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Lorsque vous amenez votre parent défunt à la morgue, on vous limite à l'accueil. Mais comment il est traité à l'intérieur? À l'intérieur, le cadavre est maltraité. Maltraité, et dans quelles conditions? Parce que c'est vrai que c'est à partir de la colonisation que nous avons commencé par utiliser le formol, et ça continue, mais dans les morgues traditionnelles, les gens associent les plantes médicinales et le formol. Et le formol n'est pas injecté au cadavre. C'est-à-dire on fait boire le formol au cadavre. D'accord. Vous imaginez? Et le but, c'est d'assécher le corps.
Pour qu'ils prennent moins d'espace? Pour qu'ils prennent non seulement moins d'espace, pour qu'ils ne polluent pas davantage. Mais malheureusement, lorsque vous allez à l'intérieur, est-ce qu'on arrive à respirer? Est-ce qu'on ne se sent pas? Vous ne pouvez pas respirer. L'odeur est nauséabonde d'abord. C'est-à-dire, à tout moment, vous êtes obligé de cracher ou bien de... Ça indispose. Moi, je me demande... Ça ne pose pas un problème de dignité vis-à-vis de ces corps-là? De dignité d'abord, un problème de dignité. Parce que je dis, lorsque nous avons un parent qui décède, nous choisissons de le garder, de bien traiter son corps par respect. Mais à l'intérieur de ces morgues-là, je le disais tantôt, ces corps, ces cadavres sont maltraités. Si vous vivez, comment ça se fait? Mais vous n'allez plus jamais amener vos parents dans ces morgues-là. Justement, Robert Adé, vous, avec votre documentaire, nous avons beaucoup d'images de ces morgues-là, mais nous ne sommes pas autorisés à les diffuser. Dites-nous un peu pourquoi. Oui, mais les cadavres aussi ont le droit à l'image. Le droit d'être préservé, oui, d'être protégé. On ne peut pas diffuser. D'abord, il ne faudrait pas choquer la sensibilité des téléspectateurs. Et deuxième chose, mais c'est une question de vie privée aussi. Quel parent aurait accepté qu'on montre à visage découvert le cadavre de son parent défunt? Je ne crois pas. Donc, c'est difficile de faire ce travail en presse écrite ou en radio, c'est possible. Mais avec la télévision, c'est très compliqué. Mais dans ce cas, vous êtes obligé de faire des plans larges ou bien de flouter les visages. Pour qu'on ne puisse pas les identifier. Pour qu'on ne puisse pas les identifier. Mais vous pouvez diffuser ces images, mais il faut prendre soin de les flouter. Ou vous pouvez prendre aussi l'autorisation déjà. Il faut aussi ne pas trop choquer les téléspectateurs. D'accord, mais est-ce que parfois choquer, c'est pas sensibiliser? Peut-être que quand on est choqué, on résiste difficilement à l'envie de reprendre, à l'envie de recommencer, Robert Adé. Mais vous allez sensibiliser combien de personnes par la télévision? Parce que dans les zones rurales, par exemple, beaucoup les gens n'ont pas tous accès à la télévision. Ils n'ont pas un poste téléviseur. Vous voyez? Donc, je crois que cette question-là, non, il ne faut pas... Ce n'est pas forcément le meilleur canal. Non, mais déjà, dites-nous, après avoir fait tout ce tour-là, après avoir été plongé au cœur de ces morgues traditionnelles, comme vous le dites vous-même, est-ce que vous nous revenez avec le sentiment que ces morgues ne devraient plus exister? J'ai une réponse un peu mitigée. Ces morgues devraient exister, oui, parce que elles sont plus proches des populations. Si l'État veut que ces morgues n'existent plus, qu'il essaie de mieux répartir les morgues modernes. D'accord. Que dans chaque localité. C'est une activité privée. Est-ce qu'on ne peut pas obliger un prestataire de service à peut-être débarquer de Cotonou pour aller s'installer à Zayanado? Je dis tout et n'importe quoi. Oui, mais c'est une question de moyens aussi. Ce n'est pas facile de monter une morgue moderne. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et les morgues traditionnelles ne coûtent pas autant. Donc, je disais tantôt, c'est bon de réprimer, de les interdire d'activité, mais c'est aussi bon, ou c'est mieux d'ailleurs de les recadrer. Parce que c'est du génie quand même africain. Les gens qui arrivent à conserver... C'est ça, qui arrivent à conserver des cadavres sans forcément utiliser du formol, mais qui ont leur technique propre. Je dis, l'État peut les sensibiliser d'abord et les aider à éviter de causer plus de dommages aux habitants, ceux qui vivent dans le même milieu. Même pour eux-mêmes qui travaillent dans ces conditions. Oui. Vous l'avez dit, le besoin est là, dans ces localités. Mais ils sont exposés. Ils sont exposés à plusieurs risques. Je disais tantôt, c'est une question de santé publique. Lorsque vous quittez cette morgue, vous n'êtes pas sûr de n'être pas infecté. D'accord. Vous voyez, puisqu'ils travaillent parfois à main nue, sans protection, sans gants, sans rien. Et le seul produit qu'ils utilisent après avoir embaumé ces corps, ils prennent du lait non sucré. D'accord. Mais déjà qu'on ne sait pas dans quelles conditions le défunt est parti, de quel mal il a souffert, est-ce que c'est un mal contagieux quand on le touche?
eux, ils s'en foutent de tout ça Ils et s'en pourtant, ils continuent de travailler. continuent. Mais si les populations y vont, est-ce que ce n'est pas aussi à cause du coût de la prestation? Oui, de mais cette ils sont très structure? moins chers. Parfois, la prestation se fait à 1000 francs CFA. La conservation par jour, c'est 1000 francs. Des gens vont jusqu'à prendre 500 francs par jour pour ces prestations-là. Et vous pouvez toujours négocier. Ce n'est pas comme dans les morgues classiques. Vous pouvez négocier avec le promoteur pour Ah dire, mais oui? voilà, écoute, Comme c'est mon frère, prends mes 5 francs. mais moi j'ai vu des cadavres qui ont fait déjà 5 ans dans ces morgues traditionnelles. 5 ans. 5 ans, c'est le minimum. Hein. Donc, vous pouvez toujours négocier pour dire, bon, c'est mon parent, et voilà, je n'ai pas assez d'argent. Et le monsieur, comme il n'a pas trop investi dedans, il est obligé Il peut vous d'accepter. dépanner en attendant. Donc, c'est pour des raisons financières, justement, de pouvoir d'achat, que les gens sont obligés de... Mais tenez-vous tranquille, il y a des gens qui habitent les grandes villes qui préfèrent amener leurs parents défunts dans ces morgues traditionnelles. C'est une question de culture peut-être aussi. C'est ça, c'est une réalité socio-culturelle. Peut-être qu'un prince d'Abomey ne va pas à la morgue moderne. C'est ça. C'est peut-être une question de culture. Mais lorsque vous prenez les vaudous, les adeptes du vaudou, Oui. on dit dès que le cadavre est là, il faut l'enterrer. Oui. On ne laisse pas traîner. Donc, c'est pas principe. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous aimons faire de grandes fêtes autour de nos cadavres qu'on juge bon les amener, les stocker dans ces morgues-là. C'est pas un verbe qu'on utilise pour non, mais c'est du stockage. Allez voir, les leur capacité d'accueil est plus grande que ce qu'on voit dans les morgues modernes. Ah, ok. Je vous assure tout. Dans les morgues modernes, les gens... Vous en parlez comme un placard, oui, mais c'est un magasin. Tout simplement, c'est un magasin à corps, à cadavres, si vous voulez. Donc, on les entasse. Mal entretenus, ne sont même pas couverts, ces cadavres. Et puis voilà, c'est désastreux. D'accord. Oui. Mais quand on sort d'un reportage, un documentaire qui vous plonge dans un monde qu'on décrit toujours comme mystique, il faut aussi partager avec nous quelles sont ces difficultés-là. On est au Bénin, on connaît les réalités du secteur. Parlez-nous un peu. Est-ce que vous en êtes revenu avec quelques difficultés mystiques? Tout à fait. Avant d'y aller, on m'avait dit, mais écoute, il faut te préparer spirituellement, soit aller à l'église ou bien aller voir les féticheurs. Et il faut peut-être garder moi, je n'ai rien fait de tout ça là, mais j'ai eu les conséquences après. Ah oui. La première morgue que j'ai visitée, c'est vrai, j'ai eu assez d'accès avec les relations et ils m'ont permis de filmer. Oui. Sinon, ils sont très réticents par rapport à la presse, mais je les remercie d'abord d'avoir accepté que je vienne découvrir comment ça se fait, ça se fait du moins. Mais moi, je ne me suis pas préparé avant d'y aller. D'accord. Et le premier jour de tournage, j'ai eu une panne avec mon véhicule. On a dû le tracter jusqu'à Cotonou et jusqu'à ce jour, je n'ai pas pu le réparer. Et vous n'avez pas pu détecter l'origine de la panne? Mais dans le même temps, des gens m'appelaient, je ne vais pas dire d'où, pour dire, ben voilà, toi tu es sur tel sujet depuis, mais est-ce que déjà tu n'es pas tombé malade? Est-ce que ta famille va bien et tout? Ben, j'ai dit, mais tout le monde va bien. Le véhicule n'allait pas bien. Le véhicule n'allait pas bien. Déjà heureux que ce soit le véhicule. Et il y avait des menaces de toutes parts. Les gens, ça se comprend, c'est un secteur qu'on essaie de protéger. Mais par fini, on m'a dit, voilà, tant que le cadavre n'est pas enterré, les esprits sont toujours là. D'accord. Et qui hantent. Qui hantent et qui hantent. Ça, c'est l'Afrique. Robert Adé, merci à vous d'avoir eu le courage d'initier ce sujet, d'être allé pour nous à la découverte de ces morgues traditionnelles. On a adoré votre compte-rendu sur ce plateau. Merci à vous d'être venu. On aura peut-être l'occasion de vous avoir encore sur le sujet. À présent, avec vous, on va passer à un autre plateau, Horizon Culture. Alors, dans Horizon Culture, ce soir, on aura un regard croisé d'une écrivaine et d'un enseignant de lettres. Je vous présente mes charmants invités. Je commence par la dame, évidemment, Carmen Toudonou, vous la connaissez, hein, journaliste à l'ORTB aussi, écrivaine et
aujourd'hui dans d'autres positions. Pour le Bonsoir, moment, Carmen oui, Toudonou. bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui. À vos côtés, nous avons un enseignant de lettres, Sévérin Akerekoro. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors avec vous, aujourd'hui, nous allons parler du livre, des bienfaits du livre. Je commence d'abord par un enseignant de lettres pour qu'il nous dise, hein, vous, véritablement, est-ce que le livre apporte quelque chose à celui qui le lit? Le livre apporte beaucoup à celui qui le lit. Il lui apporte d'abord sur le plan psychologique, sur le plan cognitif, sur le plan social et sur le même patrimonial. D'accord. À vos côtés, on a une écrivaine. Alors, quand vous écrivez véritablement vos ouvrages, à quel sens, à quel, comment dirais-je, à quoi véritablement vous renvoyez le lecteur? Oh, déjà, moi, je peux dire que je suis devenue écrivain, je préfère, Oui. parce que justement, j'ai connu ce plaisir de la lecture. Et très tôt d'ailleurs, j'ai commencé à lire des ouvrages et je me suis dit que c'était vraiment, je vais employer ce mot-là, jouissif. Je ne trouve pas un autre mot, c'est jouissif de lire, je trouve. Et je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer justement de donner également ce bonheur-là à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que j'écris. D'accord. Alors, pour vous, hein, lire un livre, c'est se régaler, tout simplement. C'est se régaler. Alors, se régaler, cela passe peut-être par les genres de livres, les types de livres qu'on lit, n'est-ce pas, M. Akerekoro? Oui, il faut distinguer les formes et les types de livres. D'accord, Les formes de livres, c'est par rapport à l'aspect matériel du livre. d'accord. Ça, ce n'est pas un débat qu'on fera. Oui, c'est Mais sûr, les- hein, parce que du goût D'accord. et des couleurs, on n'en parle pas. Vraiment En termes pas. de contenu, revenons plutôt Donc, sur ça. ce sont les types de livres. Oui, Et ça, c'est il faut pour le savoir, il faut tenir compte de contenu. Oui. C'est là où on a un manuel scolaire, Oui. on a un livre d'histoire, de littérature, un livre de droit, ainsi de suite. D'accord. De plus en plus, hein, les livres thématiques, on le vend en poupe. On se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin, pourquoi est-ce que les écrivains ressentent le besoin de plus en plus d'écrire des livres thématiques, Madame Kamatoudouni? Oh, ben, peut-être, disons que c'est dans l'espoir d'intéresser le public. Et moi, je classe les livres en deux grandes catégories en général. Il y a les livres de fiction et les livres qui ne sont pas de fiction. Oui. Alors, quand je dis les livres de fiction, c'est des livres qui sont, disons, imaginés, qui viennent de l'imagination de l'auteur, tenant compte quand même du fait qu'un auteur n'est pas un élément isolé dans la nature. Un auteur est dans Vit un dans une environnement société, donné, oui. dans une société. Qui et conditionne donc, la plupart voilà, du temps qui ses conditionne écrits. son imagination, Oui. son imaginaire. Oui. Donc, il y a cette catégorie-là. Et dans cette catégorie, je classe les romans, les recueils Les de séries nouvelles, policières. les séries policières, même la poésie, Si, si. voilà, tout ce qui est imaginé. Maintenant, de l'autre côté, il y a les livres qui ne sont pas de fiction. Et c'est ce qu'on appelle les essais. Oui. Donc, dans cette catégorie, vous aurez peut-être des autobiographies. Des livres qui parlent de la réalité. De Un faits, livre- de faits qui ont existé. qui ont existé. Voilà, Oui. donc un livre d'histoire, les livres dont parlait Oui. monsieur, les livres de développement personnel, ainsi de suite, sont dans cette catégorie-là. Mais il y a aussi hein, ces livres qui sont parfois entre les deux, qui sont des genres intermédiaires. Nous pouvons par exemple avoir une autobiographie imaginée de voilà, quelqu'un d'autre. voilà. Donc- on peut avoir une autobiographie, même Oui. romancée. Si, si. Voilà, mais là, on va carrément classer ce Dans la livre-là fiction. dans la fiction Oui, parce c'est que mieux quand même, faire, il y a oui. de l'imaginaire qui vient teinter un peu la réalité. Alors, pour beaucoup, hein, quand on lit, on n'a plus les pieds ancrés dans la réalité. Est-ce que pour vous, véritablement, lire, c'est ne plus être dans la réalité, Monsieur Akerekoro? Je ne pense pas. D'ailleurs, dans le langage scientifique, on estime même que, tout à l'heure, elle a distingué la fiction et les textes non fictionnels. Oui. Que la fiction même est une réalité en elle-même. Oui. Le monde que la fiction nous fait voir est une réalité. Et la fiction, même si elle crée un monde imaginaire, ça nous parle de l'homme, Oui. de nous-mêmes, passe par l'imagination. Ça veut dire quoi? Il y a des préjugés sur le livre, que ça, non, c'est faux. Le livre divertit, le livre nous transporte dans le monde, le livre conserve le savoir. Et pour vous, il ne nous éloigne pas de nos réalités. Pas du Parce tout. que parfois, il paraît que c'est juste un échappatoire. Quand le lecteur veut lire, c'est pour s'échapper de son quotidien. Carmen Toudonou. Oh, s'échapper pour y revenir finalement. Absolument. C'est comme lorsque vous entreprenez un voyage et vous quittez le Bénin, vous allez, je ne sais pas, au Brésil, je prends un exemple. Vous quittez le Bénin, mais lorsque vous êtes au Brésil, vous voyez des hommes.
il y a des hommes au Bénin. Si, si. Vous voyez des réalités. Forcément, vous allez comparer ces réalités-là à ce qui se passe chez vous. Peut-être que vous voyez des gens qui sont plus heureux que chez vous. Peut-être vous voyez des gens qui sont plus malheureux. Mais c'est toujours par rapport à votre référentiel de base que vous faites ces comparaisons-là. Et donc, c'est la même chose lorsque vous lisez. Vous voyagez, mais le livre vous ramène finalement à vous-même. D'accord. Alors, le livre qui vous ramène à vous-même, à quel âge véritablement on doit commencer par lire? Je pense que il n'y a pas un âge fixé pour commencer à lire. Ça dépend d'abord du développement de l'enfant. Un enfant peut commencer le commerce avec le livre à n'importe quel âge. Donc ça dépend du milieu dans lequel il est, des parents et de la curiosité qui est née dans l'enfant lui-même. Donc il n'y a pas un âge fixé pour commencer à lire. Moi, je rajouterais pour compléter ce qu'il a dit, que c'est ce que je dis toujours, hein, les parents se plaignent du fait que les enfants ne lisent pas, mais eux-mêmes ne lisent pas. Vous avez des parents qui se réveillent du matin au soir, ils sont sur leur portable. Qu'est-ce qu'ils veulent que les enfants fassent? Et en même temps, ils veulent que les enfants ne soient pas sur les portables. Non, les enfants imitent les parents. Donc, je pense qu'à partir du moment où un enfant est né, on peut le mettre en contact avec le livre. Comment? Il y a des livres en tissu, en tissu pour les enfants. Déjà, à partir de 6 mois, on peut leur donner ces livres avec des images. Oui, pour les intéresser. De la même façon, déjà, lorsque l'enfant commence à parler, on peut lui lire des histoires. Je suis contre le fait qu'on parle le français à nos enfants si on est des parents béninois. Mais on peut leur lire des histoires traduites dans nos langues. Voilà. Ensuite, à partir déjà du moment où l'enfant est à la maternelle, on peut lui faire lire des livres, ou même s'il ne lit pas, il peut voir les dessins, images, les livres avec des dessins, ainsi de suite. Et dès que l'enfant commence à lire, on lui donne des livres qui sont adaptés à son âge progressivement. Ça, si vous faites ça avec votre enfant, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas un amoureux des Alors, livres. Carmen Toudonou, si vous permettez, je vais vous dire une petite anecdote. Quand je préparais justement ce plateau, j'ai discuté avec un parent qui me dit, moi j'ai 2 enfants que j'inscris à la bibliothèque presque au même moment, mais l'aîné adore la lecture et pourtant le plus jeune, j'ai tout fait et pourtant il n'aime pas lire. Il n'est pas assez patient pour finir un livre. Est-ce à dire qu'à un moment ou un autre, parfois, nos personnalités se ressentent dans le choix de nos lectures? Monsieur Akerekoro. Je pense que chacun de nous est unique en son genre. Ne l'oublions jamais. Le parent a dit qu'il a initié les 2 au livre, mais en évoluant, tout à l'heure, tout le monde l'a dit, en évoluant, chaque enfant aura un rapport particulier au livre. Et ça, scientifiquement, on n'est pas encore arrivé à l'expliquer. À le démontrer. C'est le développement personnel de chacun. Et alors, mais comment on choisit alors ces livres? Comment on choisit ses préférences? Parfois, il y en a qui vont dans les librairies qui disent il y a tellement de livres, je ne sais pas lequel choisir, lequel pourrait me plaire. Comment on choisit un livre et on le découvre et puis il vous apporte véritablement quelque chose? Bon, idéalement, déjà pour les enfants, idéalement, je pense que les livres qui leur seraient adaptés, ce seraient des livres qui parlent de ce qui les intéresse, de leur réalité. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de livres dans ce domaine. Moi, j'ai écrit récemment un livre pour les enfants et je pense que les écrivains doivent penser à le faire pour que nos enfants aient des livres qui leur ressemblent en dans leur réalité. Parce que la plupart des livres pour enfants, effectivement, vous le dites si bien, nous viennent d'ailleurs. Ils parlent de réalité qui sont moins chers et puis il y a cette concurrence-là. Donc, je pense que c'est une réalité à corriger. Maintenant, comment choisir un livre? Je dirais un peu comme tout à l'heure, on a parlé de la forme du livre. Le livre est un produit commercial. Et donc, je pense qu'il faut que nous pensions aussi, nous les auteurs d'ici, à la forme du livre, au-delà du fond. Parce que même si vous avez un livre qui contient la meilleure histoire du monde et que ce livre-là n'attire pas les lecteurs, je pense que malheureusement, les gens ne le liront pas. Donc, nous devons chercher à améliorer un peu la forme de nos livres. Donc, en librairie, il faut, pour les parents qui aimeraient choisir des livres, il faut voir la 4e de couverture. Il y a toujours un petit extrait ou un petit résumé qui peut les aider. Et puis, pour les enfants, il y a les tranches d'âge qui sont précisées pour chaque livre. Sur les livres. Alors, Monsieur Akerekoro, on dit souvent que pour cacher quelque chose de l'Africain, il faut le mettre dans le livre. Ça se disait avant. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? Je connais cette phrase qui me fait chaque fois rire. Celui qui l'a dit se moquait de nous. Mais bon, on ne fera pas ce débat. C'est sûr. On ne fera pas ce débat. Non, le livre, je pense qu'aujourd'hui en Afrique, ce que la personne dit est quand même toujours vrai, d'une certaine manière. Il y en a qui n'aiment pas le livre, avouons-le, qui n'aiment pas le commerce avec le livre. Mais il faut avouer que si on faisait une étude statistique,
on verrait que beaucoup d'Africains aiment le Commence livre. par lire. Pas Aime commence, lire. aiment le livre depuis Aime le toujours. livre. Si on parle de grands auteurs aujourd'hui, quand on prenait un Césaire par exemple, le discours sur le plan c'était 1939. Oui. Donc c'est vieux, donc les gens aiment lire. Un jour j'ai lu que avant le bac, il a fini Alexandre Dumas. Dumas, c'est des volumes de 300, 500 pages chaque fois. Si. Donc l'Africain aime le noir, l'Africain aime lire le livre. D'accord. Il y a des gens qui n'aiment pas lire, reconnaissons-le. Et ça, Mais- ça existe dans tous les ça pays du existe dans monde tous les et pays sur du tous les monde. continents. Mais beaucoup lisent, beaucoup lisent. Mais il y a un problème de culture. Ailleurs, c'est culturel de lire. Ailleurs, vous voyez des vieilles, des vieux, des enfants. Avec un roman. Vous voyez un événement comme le Salon du Livre de Paris, c'est des milliers de personnes qui viennent sur ces événements-là. Donc, c'est des gens qui ont la culture de la lecture. D'accord. Et malheureusement, ici, nous ne pensons pas à donner cette culture de la lecture à nos enfants. D'accord, mais est-ce qu'on peut véritablement se faire former à travers le livre? Est-ce que le livre nous apporte une formation particulière, M. Akeriko? Oui, une formation fondamentale. Ouais. D'abord, j'ai dit que le livre, c'est à conserver le savoir. Les auteurs meurent un jour, hein, ils meurent toujours. Donc, d'abord, on conserve le savoir. C'est là que j'appelle l'apport patrimonial. Oui. Ensuite, vous dialoguez avec celui qui n'est pas devant vous ou qui n'est plus là. Et maintenant, par rapport au contenu, vous vous instruisez, vous vous informez, vous acquérez de la culture, vous ouvrez votre esprit, votre intelligence, votre imagination, cela se développe. Vous apprenez à mieux vivre. Donc, le livre apporte beaucoup de choses à l'individu. Alors, quand on parle de formation de livres, pour beaucoup, les livres à l'eau de rose, les Harlequins, on va pas trop les nommer. La plupart du temps, on se dit, quand on lit ces livres-là, on n'apprend rien du tout. Et pourtant, il y a de grands lecteurs et de grandes fans de ces œuvres-là et qui sont très cultivés. Est-ce qu'il y a des livres, une catégorie de livres qui ne vous apportent rien? Bon, je pense qu'un livre apporte toujours quelque chose. Maintenant, est-ce que les livres sont égaux par ailleurs? Je ne suis pas d'accord. Je pense que peut-être un Harlequin va vous apporter moins que, je ne sais pas, Les Misérables de Hugo ou d'autres livres. Donc, moi, je suis... Est-ce que ce n'est pas une question d'état d'esprit? Si j'ai envie de philosopher, je lis Les Misérables. Si j'ai envie de m'évader de mon quotidien, je lis peut-être un livre à l'eau de rose. Oui, mais les livres à l'eau de rose, moi, très vite, j'ai lu des livres à l'eau de rose et très tôt, j'ai fait le tour de l'affaire parce que c'est comme, à peu près le même c'est scénario. comme les télénovelas pour la télévision. C'est presque la même histoire qu'on réchauffe avec d'autres personnages. Donc, moi, lorsque les parents me demandent, j'ai ma fille qui aime lire, elle lit beaucoup de Harlequin, est-ce qu'il faut lui des conseils? Je leur dis, moi, j'estime que ce n'est pas de la lecture, mais ce n'est que mon avis. Hein. Oui. J'estime que ce n'est pas de la lecture. Si elle a envie de lire des Harlequins, il n'y a pas de problème, mais si elle va considérer qu'elle va lire des livres pour améliorer, ne serait-ce que son vocabulaire, ne serait-ce que, disons, ses connaissances, il faut aller au-delà de la littérature. D'accord. Mais pour vous, hein, est-ce qu'il n'y a pas des mots, on n'apprend pas dans les livres à l'eau de rose? Ce sera votre mot de fin, évidemment. Oui. Non, j'essaierai au moins catégorique que tu donnes sur ce point. Il y a des écrivains qui avouent qu'ils lisent le livre à l'eau de rose pour mieux voir comment structurer les personnages. Bon, je n'ai pas envie de juger, moi. Deuxièmement, un jour, je causais avec un ami qui me disait, est-ce qu'il faut conseiller à un enfant de lire Mein Kampf d'Hitler, par exemple? J'ai dit, si vous lui interdisez ça, ce qui vous craignez va arriver. Moins il lira, moins il sera cultivé. Mais s'il lit, ça va développer son esprit critique. Donc pour moi, il faut lire. Il pourra se décider si c'est un livre, c'est un bon livre pour le chevet ou pas. Moi, je préfère qu'il lise Mein Kampf et Prince plutôt que Harlequin. Alors, des goûts et des couleurs, on n'en parle pas. Le plateau, plutôt, il était tellement intéressant. J'aurais adoré vous avoir encore pour des minutes supplémentaires. Ce sera peut-être pour une autre fois. L'heure du journal est sacrée. Vous le savez, Amandine, c'est patiente. Hein. Dans son studio, on va la retrouver tout à l'heure pour le journal.